série québécoise Empathie, écrite par Florence Lompré à regarder sur Canal+, donne l'opportunité de parler de psychopathologie de manière accessible et illustrée. Sur Un divan sur la lune, je vous propose de traiter les différents thèmes qui sont abordés dans la série. La psychose, le passage à l'acte, les hallucinations, la dépression, l'addiction alcoolique, le lien social, la perte et l'impossible à supporter, et l'empathie. Tout ceci, je le traiterai en plusieurs épisodes en discontinuité par le filtre d'apport psychanalytique accessible. Dans ce premier épisode, je vais évoquer les pratiques thérapeutiques du docteur Bien-Aimé avec les patients. Quelques éléments du cadre pour ceux qui n'ont pas encore découvert la série. Le docteur Suzanne Bien-Aimé arrive dans une unité psychiatrique après une longue période d'arrêt maladie, solution d'un repli social face à un événement dramatique et impossible à dépasser pour elle. L'hôpital Mont-Royal possède une unité qui prend en charge des patients ayant commis un crime dont la responsabilité n'a pas été engagée pour cause de psychopathologie et ou dont la prise en charge en prison est incompatible avec leur état. Le docteur Bien-Aimé, dès le premier épisode, nous dévoile sa posture. Elle est directe avec l'équipe soignante, elle effectue des rectifications subjectives si le dire de l'autre lui paraît erroné. Elle fait coupure avec les pratiques habituelles antérieures dès que nécessaire. Elle cherche le sujet derrière sa nomination, quand par exemple la sociothérapeute se présente à elle par sa fonction plutôt que par son prénom Hélène. Avec les patients, elle cherche aussi le sujet derrière la pathologie et derrière les sédations médicamenteuses. Elle ne réduit pas le patient à son passage à l'acte meurtrier, ni à sa violence. Elle s'affecte peu de l'énonciation du crime commis. Le docteur Bien-Aimé ne recule donc pas devant la psychose supposée, devant l'agitation et l'agressivité. Car elle sait que derrière une violence se cache un point d'angoisse et peut-être un appel à l'autre qui ne peut pas se dire autrement. Elle fait preuve de créativité, s'adapte à la surprise, assumant la singularité de ses pratiques. Elle cherche à mettre en place, d'emblée, les modalités permettant que la parole puisse se déployer et soit entendue. On le perçoit dès la prise en charge de Madame Moisan. Elle utilise quelques moyens habiles qui produiront un effet de surprise chez la patiente, le t-shirt avec le chat, un pas de côté qui permettra à Madame Moisan d'entrer en relation avec la psychiatre, qui produira assez vite des effets thérapeutiques. Elle n'est pas qu'une personne mauvaise, violente, incapable de lien social, et cela produira de l'apaisement, dégonflant l'angoisse. La psychiatre ne panique pas devant la violence et réaffirme que l'autre peut être là pour le patient. On ne va pas vous lâcher. S'opère alors un non laisser tomber de l'autre. Elle montre par ses paroles une forme parmi d'autres de lien social, être là pour l'autre. Le docteur Bien-Aimé est très attentive. Elle observe, elle ne juge pas, elle analyse les paroles et les signes. Elle écoute ce que chaque patient dit, mais aussi la manière dont ils le disent et ce que le corps vient en dire un peu plus. Ce sont ces repérages qu'elle fait des hallucinations quand elle voit les patients regarder dans une autre scène. Le sujet est pris en compte dans ce qu'il dit, le lien de transfert peut s'installer. Elle est très attentive aux signes de la psychose que sont les hallucinations auditives ou visuelles. Elle cherche la fonction de ces hallucinations qui font agir et passer à l'acte, ou comme pour M. Dallaire quand elles ont une fonction apaisante mais trop envahissante, mais qui le protège néanmoins de l'angoisse, mais le coupe de tout lien. Elle ne dénie pas les hallucinations, n'en cherche aucune critique. Elle tente de comprendre leur prégnance et leurs effets de souffrance. La réalisation amène le spectateur à découvrir la pathologie mentale avec un regard intérieur, notamment sur les hallucinations. On y découvre l'angoisse, l'envahissement et la terreur. Le docteur Bien-Aimé aborde la psychose avec le sérieux que celle-ci impose. Elle ne sépare pas le passage à l'acte du sujet, de son histoire, de sa logique intime. Pour M. Cosco, qui ne sort jamais de sa chambre, il est question d'interprétation délirante. Ce qui vient de l'extérieur de lui est adressé. Les autres patients ne sont pas de vrais patients. Sa vie est en danger. Cette interprétation délirante chronique lui impose une prudence extrême afin de rester en vie. Le docteur Bien-Aimé entend la fonction de ces idées délirantes et les contenir, les mettre en forme autrement, va pouvoir permettre à M. Cosco d'entrer en lien avec un autre patient, M. Dallaire, sans angoisse, car ce dernier ne rentre pas dans le champ de l'interprétation délirante. C'est un pauvre homme, dira-t-il. Elle mise sur la capacité du patient à se mettre en lien avec les autres. Elle tente d'atteindre le trait d'humanisation.
faire se rejoindre avec ou vers l'autre, avec sa propre différence, puisqu'il reste du langage. Afin que le sujet puisse apparaître devant la psychose qui l'habite, elle n'hésite pas d'emblée à modifier les traitements, afin que les patients soient moins sédatés au risque qu'ils se retrouvent en difficulté temporaire. C'est le cas de M. Dallaire. Elle cherche à créer un espace entre le délire et le traitement médicamenteux afin qu'une parole apparaisse et avec elle un lien possible. Ce qu'elle cherche, c'est traiter l'intraitable, c'est-à-dire le laisser être et agir sans chercher à en abolir néanmoins l'irréductible. Elle cherche les symptômes qui font souffrir et elle cherche à faire apparaître du lien à l'autre. C'est le passage quand elle propose à M. Dallaire d'apporter le plateau repas à un autre patient, M. Cosco, qui ne sort donc jamais de sa chambre. Au passage, nous pouvons relever que l'institution accepte la manière toute particulière que chaque patient bricole pour vivre dans ce lieu. L'approche de cette psychiatre semble faire coupure avec l'expérience des psychiatres antérieurs. C'est Mortimer, celui qui l'accompagne dans tous ses déplacements, qui le révèle. Un psychiatre, ça ne dit pas ça d'habitude. Les psychiatres ne lisent pas l'ensemble des dossiers patients. Ils lisent les résumés. Le docteur bien-aimé cherche l'énonciation, pas des nominations, pas des cases. Elle n'a pas de protocole établi, valable pour tous. Elle s'interroge au un par un, au cas par cas. Elle veut accueillir ce qu'il y a de plus singulier en chacun. Elle est clinique, technique et contrairement au titre de la série, peu empathique, en tout cas dans les premiers épisodes. Elle se coupe de tout affect, tant la tristesse liée à la perte indépassable la concernant pourrait l'envahir. Ces affects, elle ne les ressent pas, toute disponible à l'écoute de l'autre, de ce qu'il lui adresse et non de ce qu'elle ressent. Elle a une forte présence bienveillante permettant une véritable écoute. Il est évident que le travail a pour elle des effets thérapeutiques, car d'emblée, le savoir qu'elle mobilise la conduit à se couper de ses affects. Ce n'est pas une maîtrise de sa part, c'est ainsi ça se produit. Sa posture est intéressante car se présenterait un risque, celui de la confusion des affects, de recouvrir ses propres ressentis sur ceux du patient. Comment ressentir l'histoire du patient, ce qui fait souffrance pour lui à partir de son cadre personnel? C'est impossible. On ne peut jamais ressentir ce que l'autre ressent. Il s'agit seulement d'un écho de ses propres affects sur soi, produits par notre histoire. La trame langagière dans laquelle on s'est construit est de fait trop éloignée de la trame de l'autre. L'empathie entraîne un écho de l'autre sur soi, réduisant la distance nécessaire pour analyser souffrance, hallucination, angoisse, symptômes des patients. Et cette distance, il est nécessaire de ne pas la perdre. Loin de permettre de saisir ce qui est singulier, impossible, intraitable, la posture empathique pourrait l'en empêcher. Il existe une asymétrie, une non-réciprocité entre le patient et le thérapeute. L'empathie se situe du côté d'un resserrage du moi plutôt que de la disponibilité à l'autre, ce qui n'empêche pas la présence à l'autre, la prise en compte de la souffrance de l'autre, mais quelque chose la sépare fondamentalement de la sienne. Même s'il peut y avoir quelques échos, il y a une séparation et donc une absence de confusion. À l'inverse, le recouvrement des affects et la croyance de comprendre pour l'autre, c'est-à-dire la posture empathique, pourrait provoquer l'incapacité de saisir ce que les patients lui adressent. Sa posture est clinique et sa manière de traiter chaque sujet par la parole est d'orientation psychanalytique. Nous avons là une démonstration des apports de la psychanalyse dans la clinique de la psychose. Par endroits se dégage un comique au sein même du travail thérapeutique. Il est révélé par les effets produits sur Mortimer dans ses expressions et regards, son sourire et rire qui n'arrivent pas toujours à contenir. Le comique se produit également dans l'écart et le décalage entre les expressions de la psychiatre et l'énoncé du patient, notamment dans le récit du passage à l'acte meurtrier de Madame Moisan. À la question de nomination que lui pose Madame Moisan, « Est-ce que je suis folle ?» Loin de répondre par un diagnostic, tendance actuelle cognitiviste et comportementaliste d'être nommée par des lettres du registre du trouble ou de la pathologie incurable et qui viendrait la représenter et la réduire, elle répond par un questionnement ayant pour finalité la mise en avant de la souffrance psychique, de la solitude, la maladie psychique installée depuis longtemps. Elle répond en mettant en évidence des symptômes dont le sujet pourra en faire quelque chose. Car elle sait qu'à partir du symptôme, chaque patient
ayant pour structure psychique la psychose peut néanmoins lui permettre de se faire une place dans le monde avec sa différence. Le docteur bien-aimé sait que chacun peut s'arranger de sa pathologie mentale pour gagner en confort en desserrant l'angoisse. Elle cherche à établir un diagnostic qui ne sert donc pas à nommer, mais à orienter le traitement psychique qu'elle entrevoit avec beaucoup d'habileté. Saisir un quelque chose qui permettrait au patient de s'arranger de sa pathologie. Elle dit « Quelqu'un qui souffrirait de dépression sévère pourrait expérimenter des symptômes psychotiques, ressentir beaucoup d'agressivité, avoir des pensées suicidaires, entendre des voix dans sa tête. Cette personne-là ne serait pas folle, elle serait très malade, sûrement depuis très longtemps. Elle ouvre un champ large, prend en compte l'extrême souffrance de cette patiente. À cette énonciation, on entend qu'elle-même a ressenti ce qu'elle énonce. Mais elle sait que toute ressemblance ne saurait être retenue, car l'ensemble de ce qui est énoncé est noué à des organisations psychiques ni comparables ni équivalentes. Les signes énoncés peuvent se situer autant du côté de la névrose que de la psychose. Si les effets de souffrance peuvent se ressembler, ils se nouent vraiment sur des structures psychiques fondamentalement différentes, dont chacun trouvera à partir de là une voie pour se trouver une place dans le monde. À bientôt sur un divan sur la Lune.